Imagine que tu es en train de lire ces mots en ce moment précis. Mais voilà ce que tu ignores. Ce moment que tu vis, cet instant où tes yeux parcourent cette phrase, n'existe pas encore de manière définitive dans l'univers. Tu crois que le passé est fixe, gravé dans le marbre de la causalité, que ce qui s'est produit il y a 1 seconde, 1 heure, 1 an, est irréversiblement scellé dans le tissu du temps. Tu as tort. Et ce n'est pas une métaphore poétique. C'est de la physique confirmée par des milliers d'expériences que personne n'ose vraiment t'expliquer, parce que les implications détruisent tout ce que tu crois savoir sur la réalité. Laisse-moi te raconter quelque chose qui va faire s'effondrer ta perception du temps lui-même. En ce moment, les atomes qui composent ton corps, ces particules que tu considères comme la base solide de ton existence, sont composés de 99,999999% de vide absolu. Si le noyau d'un de tes atomes avait la taille d'un ballon de football, l'électron le plus proche orbiterait à 11 km de distance. 11 km, ton corps n'est pas solide. Il n'est même pas vraiment matériel au sens où tu l'imagines. C'est déjà assez troublant comme ça, n'est-ce pas? Mais attends. Ça devient bien pire. Cet électron qui orbite si loin du noyau, il n'est nulle part de manière spécifique avant que tu ne le mesures. Il existe dans ce que les physiciens appellent une superposition quantique, une suspension hallucinante entre tous les endroits possibles où il pourrait être. Il n'est pas caché quelque part en attendant que tu le trouves. Non, il est littéralement partout à la fois jusqu'au moment précis où tu décides de regarder. Et quand tu regardes, quand ta conscience entre en jeu, l'électron choisit un endroit. Ta simple observation force l'univers à prendre une décision qu'il n'avait pas prise avant. Maintenant vient la partie qui va vraiment te déranger. Ce processus, cet effondrement de la fonction d'onde provoqué par l'observation, ne respecte pas le temps de la manière linéaire que ton cerveau a appris à concevoir. Des expériences réalisées dans les années 2000 ont démontré quelque chose d'absolument impossible selon toute logique humaine normale. Ta décision de mesurer une particule maintenant peut déterminer rétroactivement ce que cette particule faisait dans le passé. Tu as bien compris, le futur peut modifier le passé. Ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas une théorie fumeuse rejetée par la communauté scientifique. C'est confirmé, reproduit, publié dans les revues les plus prestigieuses de physique au monde. Laisse cette idée s'infiltrer lentement dans ton esprit pendant un instant. Chaque décision que tu prends en ce moment même pourrait être en train de réécrire littéralement ce qui s'est passé il y a 1 nanoseconde, 1 minute, peut-être même plus longtemps. Le passé n'est pas mort. Il n'est même pas passé, comme l'a dit le physicien John Wheeler qui a découvert ce phénomène. Le temps n'est pas cette rivière qui coule dans une seule direction que tu imagines depuis ton enfance. C'est quelque chose de beaucoup plus étrange, de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus terrifiant dans ses implications. Pour chaque particule de ton corps qui existe dans un état défini en ce moment, il y a 10 puissance 500 univers parallèles, où cette même particule a fait un choix différent il y a 3 secondes. 10 puissance 500. Pour te donner une idée de ce nombre hallucinant, il y a environ 10 puissance 80 atomes dans l'univers observable entier. Le nombre d'univers parallèles potentiels dépasse tellement le nombre d'atomes existants que ton cerveau ne peut même pas concevoir la proportion. Dans certains de ces univers, tu es mort depuis 3 secondes. Dans d'autres, tu viens de gagner à la loterie. Dans d'autres encore, tu n'as jamais existé du tout. Et tous ces univers sont aussi réels que celui-ci, selon l'interprétation des mondes multiples de la mécanique quantique défendue par des physiciens comme Hugh Everett. Tu crois que tu es un individu unique vivant une chronologie linéaire unique. Mais tu existes actuellement dans plus d'états quantiques superposés qu'il n'y a de grains de sable sur toutes les plages de la planète multipliés par 1 milliard. Ta conscience, ce sentiment d'être toi, ce flux continu d'identité que tu ressens,
n'est qu'une minuscule branche d'un arbre d'univers qui se ramifie à chaque nanoseconde, créant des versions infinies de toi qui vivent des versions infinies de maintenant. Maintenant, pourquoi personne ne t'a jamais expliqué ça à l'école? Pourquoi ton professeur de physique t'a enseigné la mécanique newtonienne, comme si c'était la vérité fondamentale de l'univers, alors que Newton avait complètement tort sur presque tout ce qui compte vraiment? Parce que la vérité quantique est trop dérangeante. Elle détruit trop de certitudes confortables. Elle transforme la réalité en un cauchemar probabiliste où rien n'est fixé, où le passé est aussi malléable que l'argile, où ta conscience joue un rôle actif dans la création même des événements que tu crois simplement observer. Les chiffres sont absolument écrasants. Si tu mesures la position d'un électron avec une précision d'un millionième de mètre, son impulsion devient incertaine d'au moins 6,6 fois 10, puissance moins 29 kg mètres par seconde, selon le principe d'incertitude de Heisenberg. Ce n'est pas une limitation de nos instruments, c'est une loi fondamentale de l'univers. La certitude absolue n'existe pas. Tu ne peux pas connaître parfaitement à la fois où quelque chose est et où il va. L'univers lui-même refuse de te donner cette information parce qu'elle n'existe pas avant que tu ne choisisses quelle question poser. Et voilà où ça devient vraiment viscéral. Chaque fois que tu prends une décision, même la plus insignifiante, comme choisir de continuer à lire ou de t'arrêter maintenant, tu provoques un effondrement quantique dans ton cerveau. Les microtubules, à l'intérieur de tes neurones, ces structures protéiques incroyablement petites, existent dans des états de superposition quantique selon la théorie Ork-OR développée par Roger Penrose et Stuart Hameroff. Quand tu prends une décision consciente, ces superpositions s'effondrent. Ta conscience émerge littéralement du processus quantique de destruction des possibilités multiples pour en choisir une seule. Tu n'es pas un ordinateur classique qui calcule des 1 et des 0. Tu es un processeur quantique biologique qui explore simultanément des milliards de futurs possibles avant de s'effondrer sur un seul présent. Mais ce processus ne va que dans un sens dans ton expérience quotidienne, n'est-ce pas? Tu te souviens du passé, tu ne le changes pas. Tu anticipes le futur, tu ne le détermines pas avec certitude. Le temps semble avoir une flèche, une direction, du passé vers le futur. Sauf que cette flèche n'existe pas vraiment au niveau quantique. Les équations fondamentales de la mécanique quantique sont symétriques dans le temps. Elles fonctionnent aussi bien en avant qu'en arrière. La physique fondamentale ne fait aucune distinction entre passé et futur. C'est seulement quand tu agrèges des milliards de particules ensemble que l'entropie crée cette illusion de direction temporelle. Au niveau quantique pur, une particule ne sait pas si elle voyage vers le futur ou vers le passé. Et c'est exactement ce que les expériences à choix retardés ont démontré de manière si dérangeante. Imagine que tu envoies un photon à travers un labyrinthe optique. À la fin du labyrinthe, tu dois choisir quel type de mesure effectuer. Si tu choisis la mesure A, le photon aura voyagé comme une particule avec un chemin défini. Si tu choisis la mesure B, le photon aura voyagé comme une onde, en prenant tous les chemins simultanément. Voilà le détail crucial qui fait exploser toute logique. Tu peux faire ce choix après que le photon a déjà traversé le labyrinthe. Ta décision future détermine rétroactivement le comportement passé du photon. John Wheeler a proposé cette expérience en 1978. Il pensait que c'était un simple exercice théorique pour illustrer l'étrangeté quantique. Mais en 1984, Carol Halley et ses collègues l'ont réellement effectué. Les résultats ont confirmé l'impossible. Le choix fait après que le photon avait traversé l'appareil déterminait comment il l'avait traversé dans le passé. En 2007, l'expérience a été répétée avec des photons séparés par 143 km. Même résultat. En 2015, des chercheurs australiens l'ont fait avec des atomes d'hélium. Toujours le même résultat impossible et confirmé. Ta décision maintenant modifie ce qui s'est passé alors.
Le futur réécrit le passé. Et ce n'est pas limité aux particules individuelles dans des laboratoires. Le principe s'applique potentiellement à des échelles beaucoup plus grandes. Wheeler lui-même a calculé que si tu observes maintenant la lumière d'un quasar qui a voyagé pendant des milliards d'années, et si cette lumière a été déviée autour d'une galaxie par lentille gravitationnelle, ta décision maintenant sur comment mesurer ce photon pourrait déterminer rétroactivement quel chemin il a pris autour de la galaxie il y a des milliards d'années. Le passé cosmique lui-même pourrait être malléable jusqu'à ce que quelqu'un l'observe. Maintenant, tu commences peut-être à ressentir ce vertige existentiel. Cette nausée conceptuelle qui monte quand les fondations de ta réalité commencent à se fissurer. C'est exactement ce que les pionniers de la physique quantique ont ressenti quand ils ont commencé à comprendre ce qu'ils avaient découvert. Et crois-moi, leur histoire est tout, sauf celle de génies héroïques progressant triomphalement vers la vérité. C'est l'histoire d'hommes qui sont descendus dans un abîme conceptuel dont certains ne sont jamais vraiment revenus. Mais avant de plonger dans leur cauchemar personnel, il faut comprendre le contexte historique brutal dans lequel la mécanique quantique est née. Ce n'était pas une évolution paisible de la connaissance scientifique. C'était une guerre intellectuelle sanglante où les physiciens se sont littéralement détruits les uns les autres, psychologiquement et professionnellement. Les conférences scientifiques des années 1920 et 30 ressemblaient plus à des champs de bataille philosophiques qu'à des échanges académiques courtois. Commence par le plus célèbre de ces affrontements. Les débats Bohr-Einstein. Albert Einstein, probablement le physicien le plus brillant du XXe siècle, l'homme qui avait révolutionné notre compréhension de l'espace, du temps et de la gravité avec la relativité, ne pouvait pas accepter les implications de la mécanique quantique. Pas parce qu'il ne comprenait pas les mathématiques, il les comprenait parfaitement, mais parce qu'elles détruisaient quelque chose de fondamental en lui, son sens de ce que devait être la réalité. Niels Bohr, le physicien danois qui a développé l'interprétation de Copenhague de la mécanique quantique, est devenu l'adversaire principal d'Einstein dans cette guerre conceptuelle. Mais ce n'était pas une dispute froide et détachée. Les deux hommes s'estimaient profondément au début. Puis la mécanique quantique les a transformés en ennemis philosophiques engagés dans un combat qui a duré 30 ans et qui a littéralement consumé les dernières décennies de la vie d'Einstein. Lors de la conférence Solvay de 1930 à Bruxelles, Einstein est arrivé avec ce qu'il pensait être une réfutation définitive du principe d'incertitude de Heisenberg. Il a présenté une expérience de pensée impliquant une boîte contenant des photons et une horloge. Selon ses calculs, cette configuration permettrait de mesurer simultanément l'énergie et le temps avec une précision arbitraire, violant directement le principe d'incertitude. Einstein était convaincu qu'il avait gagné, qu'il avait démontré que la mécanique quantique était incomplète. Bohr a passé toute la nuit à analyser le paradoxe d'Einstein. Les témoins présents rapportent qu'il était dans un état de détresse visible, marchant de long en large, parlant tout seul au bord de la panique. Puis, au matin, il a trouvé la faille. Et cette faille était délicieusement ironique. Pour réfuter le principe d'incertitude, Einstein avait utilisé une boîte suspendue dans un champ gravitationnel. Mais la propre théorie d'Einstein, la relativité générale, stipule que le temps s'écoule différemment à différentes hauteurs dans un champ gravitationnel. Quand Bohr a appliqué la relativité générale d'Einstein à l'expérience de pensée d'Einstein, l'incertitude réapparaissait exactement comme Heisenberg l'avait prédit. Einstein avait été vaincu par sa propre théorie. Les témoins de ce moment décrivent Einstein comme complètement défait. Pas humilié publiquement, car Bohr était trop respectueux pour ça, mais intérieurement brisé dans sa conviction. Et pourtant, il n'a jamais abandonné. Jusqu'à sa mort en 1955, Einstein a continué à chercher une faille dans la mécanique quantique. Il a écrit des lettres privées où il admettait qu'il se sentait comme un vieil imbécile obstiné, mais il ne pouvait pas accepter un univers où Dieu joue au dé, comme il le disait.
Bohr lui a répondu avec sa célèbre réplique « Einstein, arrête de dire à Dieu ce qu'il doit faire avec ses dés. » Mais derrière cette répartie brillante se cachait une vérité plus sombre. Bohr lui-même n'était pas à l'aise avec les implications de sa propre interprétation. Il a développé ce que les autres physiciens appelaient en privé sa philosophie du flou, une manière de parler de la mécanique quantique qui évitait soigneusement de répondre aux questions les plus dérangeantes sur ce qu'elle signifiait vraiment pour la nature de la réalité. Werner Heisenberg, l'homme qui a formulé le principe d'incertitude qui porte son nom, a vécu sa propre descente dans l'angoisse existentielle. Quand il a découvert son principe en 1927, il avait seulement 25 ans. Il marchait dans un parc de Copenhague tard dans la nuit, incapable de dormir, parce qu'il venait de comprendre quelque chose de profondément troublant. L'univers lui-même refuse de fournir certaines informations. Ce n'est pas que nous manquons de technologies assez précises pour mesurer position et impulsion simultanément. C'est que ces deux propriétés n'existent pas simultanément avec une précision infinie. Heisenberg a écrit dans son journal personnel cette nuit-là qu'il avait l'impression d'avoir regardé à travers la surface de la réalité et vu quelque chose qui n'aurait jamais dû être vu. Il décrit une sensation physique de nausée, un vertige qui n'était pas dans son corps, mais dans son esprit. Il savait qu'il venait de découvrir une vérité fondamentale sur l'univers, mais cette vérité ressemblait plus à une malédiction qu'à une bénédiction. Dans les années qui ont suivi, Heisenberg est devenu de plus en plus reclus et philosophiquement tourmenté. Il a commencé à écrire sur la nature de la réalité, dans des termes qui horrifiaient ses collègues plus matérialistes. Il parlait de potentialité et d'actualité, utilisant un langage qui rappelait la philosophie grecque antique plutôt que la physique moderne. Pour Heisenberg, les particules n'existaient pas vraiment dans un état défini avant la mesure. Elles existaient dans un état de pure potentialité, quelque chose entre l'être et le non-être. Cette conception a détruit sa capacité à voir le monde comme solide et fiable. Il a confié à Bohr, lors d'une conversation privée en 1928, qu'il ne pouvait plus faire confiance à ses propres perceptions. Quand il regardait une table, il savait intellectuellement qu'elle était 99,99% vide, que les atomes qui la composaient n'avaient pas de position définie, que la solidité qu'il ressentait était une illusion macroscopique créée par des forces électromagnétiques entre des nuages de probabilité. Savoir cela et continuer à fonctionner comme un être humain normal était presque impossible. Erwin Schrödinger, le physicien autrichien qui a développé l'équation fondamentale de la mécanique quantique, a eu une relation encore plus torturée avec sa propre découverte. L'équation de Schrödinger décrit comment la fonction d'onde d'un système quantique évolue dans le temps. C'est probablement l'équation la plus importante de toute la physique quantique. Et Schrödinger en est venu à la détester. Quand Schrödinger a développé son équation en 1926, il pensait qu'il offrait une alternative raisonnable à la mécanique matricielle bizarre de Heisenberg. Il voulait une physique ondulatoire classique, quelque chose d'élégant et déterministe, quelque chose qui ressemblait à la belle physique du 19e siècle qu'il aimait tant. Mais les mathématiques l'ont trahi. Son équation a produit exactement les mêmes prédictions étranges que l'approche de Heisenberg. Pire encore, son équation a révélé quelque chose d'encore plus dérangeant, la fonction d'onde elle-même. Cette fonction d'onde, décrite par l'équation de Schrödinger, n'est pas une onde physique comme les vagues de l'océan ou les ondes sonores. C'est une onde de probabilité, une entité mathématique abstraite qui existe dans un espace de configuration de dimensions potentiellement infinies. Pour un système de seulement 10 particules, la fonction d'onde existe dans un espace à 30 dimensions. Pour 100 particules, 300 dimensions. Pour les billions de particules dans un simple grain de sable, la fonction d'onde existe dans un espace de dimensions tellement élevées qu'aucun esprit humain ne peut le visualiser. Schrödinger a réalisé avec horreur qu'il avait créé un monstre mathématique. Il a écrit à son ami Wilhelm Wien en 1926
qu'il regrettait d'avoir jamais eu quoi que ce soit à faire avec la mécanique quantique. Ce n'est pas une exagération dramatique, c'est une citation directe de sa correspondance privée. L'homme qui a créé l'équation fondamentale de la physique quantique souhaitait ne l'avoir jamais découverte. En 1935, 9 ans après avoir formulé son équation, Schrödinger a écrit son célèbre article sur le paradoxe du chat. La plupart des gens connaissent l'expérience de penser. Un chat dans une boîte avec un mécanisme radioactif qui a 50% de chance de libérer du poison. Selon l'interprétation de Copenhague, avant que tu ouvres la boîte, le chat est dans une superposition d'états vivant et mort. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que Schrödinger n'a pas proposé cette expérience pour illustrer la mécanique quantique. Il l'a proposée pour montrer à quel point elle est ridicule. Il voulait démontrer par l'absurde que l'interprétation de Copenhague menait à des conclusions manifestement insensées quand on l'appliquait à des objets macroscopiques. Un chat ne peut pas être à la fois vivant et mort? C'est absurde. Donc, raisonnait Schrödinger, il doit y avoir quelque chose de fondamentalement erroné dans l'interprétation de Copenhague. Mais voilà l'ironie cosmique brutale. Les décennies qui ont suivi ont confirmé encore et encore que l'interprétation de Copenhague, aussi absurde qu'elle paraisse, correspond parfaitement aux résultats expérimentaux. Le paradoxe du chat de Schrödinger, conçu pour ridiculiser la mécanique quantique, est devenu son symbole le plus emblématique. Schrödinger a vécu jusqu'en 1961. Dans ces dernières années, il est devenu de plus en plus mystique, écrivant sur la conscience, l'unité de l'esprit et des concepts qui horrifiaient ses anciens collègues. Il a étudié la philosophie védantique hindoue. Il a affirmé que la conscience était fondamentale à l'univers, pas un épiphénomène de la matière. Il a écrit que la multiplicité des consciences individuelles était une illusion, qu'il n'y avait qu'une seule conscience universelle se manifestant à travers des milliards d'organismes. Ses collègues pensaient qu'il avait perdu l'esprit, mais peut-être qu'il avait simplement suivi les implications de sa propre équation jusqu'à leurs conclusions logiques ultimes. Paul Dirac, le physicien britannique qui a unifié la mécanique quantique avec la relativité restreinte et prédit l'existence de l'antimatière, a maintenu une façade de froideur mathématique pendant toute sa carrière. Mais ceux qui le connaissaient personnellement rapportent qu'il était profondément mal à l'aise avec les aspects philosophiques de la mécanique quantique. Dirac voulait des équations belles et élégantes. Il croyait que la beauté mathématique était un guide vers la vérité physique, et ces équations étaient incroyablement belles. Mais la beauté formelle de ces mathématiques cachait des implications qui n'étaient pas belles du tout. Son équation prédisait que pour chaque particule, il devait exister une antiparticule avec une charge opposée. Quand une particule rencontre son antiparticule, elles s'annihilent mutuellement dans une explosion d'énergie pure. L'univers entier est un équilibre précaire entre matière et antimatière, et nous n'existons que grâce à une asymétrie légère et inexpliquée dans les lois physiques qui a favorisé la matière sur l'antimatière dans les premiers moments après le Big Bang. Dirac a passé ces dernières années à chercher une théorie plus profonde qui expliquerait pourquoi cette asymétrie existe. Il n'a jamais trouvé. Il est mort en 1984, convaincu que la mécanique quantique était incomplète, qu'il devait y avoir quelque chose de plus fondamental en dessous, exactement comme Einstein. Les deux plus grands physiciens théoriciens du 20e siècle sont morts en rejetant la théorie qu'ils avaient eux-mêmes aidé à créer. Wolfgang Pauli, qui a découvert le principe d'exclusion et prédit l'existence du neutrino, a eu une dépression nerveuse complète en 1928. Il avait seulement 28 ans. La dépression était si sévère qu'il a dû être hospitalisé. Il a commencé une psychanalyse avec Carl Jung qui a duré des années. Dans ses sessions avec Jung, Pauli décrivait des rêves récurrents de symboles mathématiques qui se transformaient en mandalas, de particules qui devenaient des archétypes psychologiques, d'équations qui révélaient des vérités mystiques plutôt que physiques. Jung était fasciné par Pauli. Il a écrit que les rêves de Pauli représentaient la tentative de l'inconscient collectif
de réconcilier la physique moderne avec les structures archétypales de la psyché. Jung et Paoli ont développé une relation intellectuelle intense et ont même coécrit un livre sur la synchronicité, l'idée que des événements peuvent être reliés de manière significative sans lien causal direct. C'était essentiellement une tentative de donner un cadre psychologique à l'enchevêtrement quantique. Les physiciens mainstream étaient horrifiés. Voilà Pauli, un des fondateurs de la mécanique quantique, un scientifique rigoureux, connu pour sa critique impitoyable des théories imprécises, qui écrivait maintenant sur la synchronicité et les archétypes jungiens. Mais Pauli ne voyait aucune contradiction. Pour lui, la mécanique quantique avait révélé que l'observateur et l'observé ne pouvaient pas être séparés. Si c'était vrai en physique, pourquoi ne le serait-ce pas aussi en psychologie? Louis de Broglie, le physicien français qui a découvert la dualité onde-particule, a oscillé entre acceptation et rejet de l'interprétation de Copenhague pendant toute sa longue vie. En 1927, lors de la conférence Solvay, il a proposé une théorie alternative appelée théorie de l'onde pilote. Dans cette interprétation, les particules ont toujours des positions définies, mais elles sont guidées par une onde pilote qui satisfait l'équation de Schrödinger. C'était une tentative de préserver le déterminisme et la réalité objective. Mais Pauli a attaqué sa théorie si brutalement lors de la conférence que de Broglie l'a abandonnée. Pendant 25 ans, de Broglie a accepté l'interprétation de Copenhague, même s'il n'était pas à l'aise avec elle. Puis, en 1952, David Bohm a redécouvert indépendamment la théorie de l'onde pilote et l'a développée de manière plus rigoureuse. De Broglie est revenu à sa théorie originale, validée par le travail de Bohm. Mais le dommage était fait. L'interprétation de Copenhague était devenue l'orthodoxie et les alternatives étaient marginalisées. David Bohm lui-même a eu une vie tragique. Brillant physicien américain, il a été persécuté pendant l'ère McCarthy pour ses sympathies communistes présumées. Il a perdu son poste à Princeton. Il a été forcé de s'exiler au Brésil, puis à Israël, puis finalement en Angleterre. Sa théorie de l'onde pilote, maintenant appelée mécanique bohmienne, offrait une interprétation déterministe de la mécanique quantique qui préservait la réalité objective. Mais elle avait un prix conceptuel énorme. Dans la mécanique bohmienne, il existe ce qu'on appelle le potentiel quantique, une sorte de champ d'information qui guide les particules. Ce potentiel n'est pas local, il dépend instantanément de la configuration de toutes les particules dans l'univers. Chaque particule est connectée à chaque autre particule par ce champ non local. L'univers entier est un système interconnecté où rien n'est vraiment séparé de quoi que ce soit d'autre. Bohm l'appelait la totalité indivise en mouvement fluide. Vers la fin de sa vie, Bohm est devenu de plus en plus philosophique et mystique. Il a développé des concepts comme l'ordre impliqué et l'ordre expliqué, l'idée que la réalité que nous observons, l'ordre expliqué, émerge d'un domaine plus profond et caché, l'ordre impliqué où tout est enchevêtré ensemble dans une unité indivisible. Il a dialogué avec le philosophe spirituel Jiddu Krishnamurti pendant des années, explorant les connexions entre la conscience, la physique quantique et la nature de la pensée elle-même. Hugh Everett, qui a proposé l'interprétation des mondes multiples en 1957, a été tellement démoralisé par la réception de sa thèse qu'il a quitté la physique académique complètement. Il avait 27 ans quand il a développé sa théorie. Elle était radicale au-delà de tout ce qui avait été proposé auparavant. Selon Everett, la fonction d'onde ne s'effondre jamais. Chaque fois qu'une mesure quantique se produit, l'univers entier se divise en multiples branches, une pour chaque résultat possible. Tu n'es pas une personne unique vivant dans un univers unique. Tu es un arbre constamment ramifié de versions de toi-même existant dans un multivers incroyablement vaste. Chaque fois qu'une particule dans ton cerveau atteint un état de superposition quantique, l'univers se scinde. Le toi qui continue à lire cette phrase est différent du toi qui existe dans la branche parallèle
ou tu as décidé de t'arrêter. Les deux sont également réels. Quand Everett a présenté sa thèse à Princeton, son directeur de thèse, John Wheeler, l'a soutenu, mais presque tous les autres physiciens l'ont ignoré ou ridiculisé. Bohr lui-même l'a rejeté lors d'une réunion. Everett est allé voir Bohr à Copenhague en 1959 pour défendre sa théorie. La réunion a été un désastre. Bohr a refusé d'engager sérieusement les arguments d'Everett. Everett est rentré aux États-Unis complètement désillusionné. Il a pris un emploi dans la défense, travaillant sur la théorie des jeux et l'analyse des opérations nucléaires pendant la guerre froide. Il n'a plus jamais publié sur la mécanique quantique. Il est devenu alcoolique. Il est mort d'une crise cardiaque en 1982 à l'âge de 51 ans, des décennies avant que son interprétation des mondes multiples ne devienne l'une des plus sérieusement considérées par les physiciens quantiques. Sa fille s'est suicidée des années plus tard. Dans sa note de suicide, elle a écrit qu'elle espérait rejoindre son père dans un univers parallèle. L'interprétation des mondes multiples avait littéralement détruit sa famille à travers les générations. Ce n'était plus seulement de la physique théorique. C'était devenu une théologie nihiliste qui sapait le sens même de la vie et de la mort. John Stuart Bell, le physicien irlandais qui a développé les inégalités de Bell en 1964, a fourni le moyen de tester expérimentalement si l'univers était localement réaliste ou non. Ces inégalités étaient une limite mathématique que toute théorie à variable cachée locale devait respecter. Si les expériences violaient ces inégalités, cela signifierait que l'univers n'est pas localement réaliste. Soit la localité est violée, ce qui signifie que l'information peut voyager plus vite que la lumière, soit le réalisme est violé, ce qui signifie que les particules n'ont pas de propriétés définies avant d'être mesurées. Bell lui-même espérait que les expériences confirmeraient les variables cachées locales. Il voulait un univers déterministe et local. Mais quand Alain Aspect a effectué les expériences définitives en France en 1982, les résultats ont violé les inégalités de Bell de manière spectaculaire. L'univers n'est pas localement réaliste. C'est confirmé au-delà de tout doute raisonnable maintenant, avec des milliers d'expériences répétées avec des précisions croissantes. Bell était intellectuellement honnête. Il a accepté les résultats, mais il a écrit dans ses articles que l'idée d'un univers non local le rendait profondément mal à l'aise. L'enchevêtrement quantique, cette connexion instantanée entre particules séparées, violait son intuition la plus profonde sur ce que devait être la réalité. Il est mort en 1990 d'une hémorragie cérébrale, ayant prouvé mathématiquement que l'univers était plus étrange que tout ce qu'Einstein avait jamais imaginé. Alain Aspect, qui a effectué les expériences définitives violant les inégalités de Bell, a décrit dans des interviews ultérieures le moment où il a vu les résultats pour la première fois. Il savait qu'il venait de démontrer quelque chose de fondamentalement impossible selon la physique classique. Deux particules séparées par des distances arbitraires pouvaient être corrélées de manière plus forte que ce que toute théorie locale pourrait expliquer. La séparation spatiale ne signifiait plus vraiment séparation au niveau quantique. Imagine ce que cela signifie réellement. Prends deux électrons et enchevêtre-les quantiquement. Sépare-les de 11 milliards de kilomètres si tu veux. Mesure le spin de l'un. Instantanément, plus vite que la lumière ne pourrait voyager entre eux, le spin de l'autre devient défini dans la direction opposée. Einstein appelait ça une action fantomatique à distance et le considérait comme une preuve que la mécanique quantique était incomplète. Mais les expériences d'Aspect ont confirmé que cette action fantomatique est réelle. Comment est-ce possible sans violer la relativité qui dit que rien ne peut voyager plus vite que la lumière? La réponse standard est que l'enchevêtrement quantique ne peut pas être utilisé pour transmettre de l'information. Donc la causalité relativiste n'est pas violée. Mais cette réponse évite soigneusement la question plus profonde. Comment deux particules séparées par l'univers entier peuvent-elles se comporter comme un système unique? La seule réponse
honnête est que la séparation spatiale n'est pas aussi fondamentale que nous le pensions. Au niveau quantique, l'espace lui-même pourrait être une illusion émergente. Et maintenant, nous arrivons au cœur battant du mystère quantique qui va détruire ta conception du temps. Toutes ces expériences, tous ces physiciens tourmentés, toutes ces décennies de débats philosophiques brutaux ont mené à un ensemble d'expériences effectuées à partir des années 2000 qui ont confirmé quelque chose de tellement dérangeant que même les physiciens quantiques chevronnés ont du mal à l'accepter pleinement. Les expériences à choix retardé quantiques ne sont plus de simples expériences de pensée. Elles ont été réalisées, encore et encore, avec des variations de plus en plus sophistiquées, et chaque fois, elles confirment l'impossible. Ta décision maintenant peut déterminer ce qui s'est passé dans le passé. En 2007, une équipe française dirigée par Jean-François Roche a effectué une expérience à choix retardé où les photons parcouraient 48 mètres avant que le choix de mesure ne soit fait. Le choix était fait par un générateur de nombres aléatoires quantiques garantissant qu'aucune information sur le choix ne pouvait exister avant que le photon n'ait déjà traversé l'appareil. Les résultats ont confirmé que le comportement passé du photon dépendait du choix futur. En 2012, des chercheurs de l'Australian National University ont fait une variation encore plus impressionnante. Ils ont utilisé des atomes d'hélium plutôt que des photons. Les atomes ont une masse, contrairement aux photons. Si l'effet à choix retardé fonctionnait avec des particules massives, cela suggérait que ce n'était pas une bizarrerie spécifique aux photons, mais une propriété fondamentale de toutes les particules quantiques. Les résultats ont confirmé l'effet avec les atomes aussi. En 2015, une équipe chinoise a effectué une expérience à choix retardé avec l'enchevêtrement. Ils ont enchevêtré 2 photons, puis ont envoyé l'un d'eux à travers un appareil à choix retardé. Le choix de mesure sur un photon déterminait rétroactivement le comportement passé, non seulement de ce photon, mais aussi de son partenaire enchevêtré. Le passé des 2 photons était modifié par une décision future sur un seul photon. Laisse cette réalité s'installer lentement. L'enchevêtrement permet déjà une corrélation instantanée à travers l'espace. Maintenant, ajoute le choix retardé, qui permet une influence rétroactive à travers le temps. Combine les deux, et tu obtiens un univers où l'espace et le temps ne sont pas les structures fondamentales et rigides que tu imaginais. Ils sont émergents, malléables, secondaires à quelque chose de plus profond. Qu'est-ce qui est plus profond que l'espace et le temps? La fonction d'onde. L'état quantique, et selon l'interprétation de Copenhague, cet état quantique s'effondre quand il est mesuré par un observateur conscient. Ce qui nous ramène à la question terrifiante que tous ces physiciens ont évitée pendant des décennies. Quel est le rôle de la conscience dans la mécanique quantique? La conscience. Voilà le mot que les physiciens ont essayé d'éviter pendant presque un siècle. Ils ont inventé des euphémismes. Ils parlent de mesure, d'observation, d'interaction avec un appareil macroscopique, de cohérence induite par l'environnement. Tout pour éviter de prononcer le mot qui fait vraiment peur, conscience. Parce que si la conscience joue un rôle fondamental dans l'effondrement de la fonction d'onde, alors la physique n'est plus seulement la physique. Elle devient inséparable de la philosophie de l'esprit, de la nature de la subjectivité, du mystère le plus profond que l'humanité n'ait jamais affronté. John von Neumann, le mathématicien et physicien hongrois, qui était probablement l'un des esprits les plus brillants du XXe siècle, a analysé mathématiquement le problème de la mesure quantique dans son livre de 1932. Il a démontré quelque chose de troublant. Si tu traites l'appareil de mesure lui-même comme un système quantique, alors l'appareil entre également en superposition avec la particule mesurée. Si tu inclus ensuite le physicien qui lit l'appareil comme un système quantique, le physicien entre aussi en superposition. Tu peux continuer cette chaîne indéfiniment. L'effondrement doit se produire quelque part, mais les lois de la mécanique quantique ne spécifient pas où. Von Neumann a conclu que l'effondrement se produit dans la conscience de l'observateur. C'est la conscience qui est en dehors de la chaîne quantique
qui peut effectuer l'effondrement sans elle-même entrer en superposition. Cette conclusion a été largement ignorée ou rejetée par les physiciens pendant des décennies parce que personne ne voulait faire face à ses implications. Si von Neumann avait raison, alors la conscience n'est pas un produit de la matière. Elle est quelque chose d'extérieur au système physique, quelque chose de fondamental qui peut interagir avec le monde quantique d'une manière que rien d'autre ne peut faire. Eugen Wigner, autre physicien hongrois et lauréat du prix Nobel, a poussé cette idée encore plus loin avec son expérience de pensée de l'ami de Wigner en 1961. Imagine que l'ami de Wigner est dans un laboratoire et effectue une mesure quantique sur une particule. Pour l'ami, la fonction d'onde s'effondre et il observe un résultat définitif. Mais Wigner est à l'extérieur du laboratoire. Pour Wigner, le laboratoire entier, incluant son ami et l'appareil de mesure et la particule, est un système quantique qui reste en superposition jusqu'à ce que Wigner ouvre la porte et regarde. Alors qui a raison? L'ami a-t-il vraiment effondré la fonction d'onde avec sa mesure? Ou le système entier est-il resté en superposition jusqu'à ce que Wigner regarde? Les deux observateurs sont conscients. Leurs expériences sont-elles incompatibles? Wigner a conclu que la conscience elle-même doit effectuer l'effondrement et que d'une certaine manière, toutes les consciences font partie d'une conscience universelle unique, résolvant ainsi le paradoxe. Encore une fois, un physicien brillant entraîné vers le mysticisme par les implications de sa propre science. En 2016, une équipe de chercheurs a effectué une version expérimentale de l'ami de Wigner en utilisant des photons enchevêtrés. Les résultats étaient profondément troublants. Selon la manière dont tu analyses l'expérience, tu peux arriver à des conclusions contradictoires sur ce qui s'est réellement passé. L'observateur à l'intérieur et l'observateur à l'extérieur ont des descriptions incompatibles de la même réalité. Et les deux descriptions sont valides selon les lois de la mécanique quantique. La réalité objective, l'idée qu'il y a un fait définitif sur ce qui s'est passé indépendamment de qui l'observe, s'effondre complètement. Tu commences à sentir la nausée conceptuelle maintenant, ce vertige qui vient quand les fondations sur lesquelles tu as construit toute ta compréhension du monde commencent à se désintégrer. Ce n'est pas une métaphore, c'est une sensation réelle que les gens rapportent quand ils commencent vraiment à comprendre les implications de la mécanique quantique. Ton cerveau a évolué pour naviguer dans un monde macroscopique de causes et d'effets linéaires, d'objets solides avec des positions définies, de temps qui coule inexorablement du passé vers le futur. Aucune de ces intuitions n'est vraie au niveau fondamental de la réalité. Les neurosciences confirment ce malaise. Quand des sujets sont exposés à des paradoxes logiques insolubles, les scanners cérébraux montrent une activation intense dans l'insula antérieure, une région associée au dégoût et à l'inconfort viscéral. Ton cerveau traite les impossibilités logiques de la même manière qu'il traite la nourriture pourrie ou les odeurs nauséabondes. C'est une réaction de rejet, un signal d'alarme qui te dit que quelque chose est dangereusement incorrect. Sauf que dans le cas de la mécanique quantique, ce quelque chose d'incorrect est la réalité elle-même. Après le troisième ou quatrième paradoxe quantique que tu explores vraiment en profondeur, ton cerveau commence à faire quelque chose de remarquable et de terrifiant. Il commence à rejeter la logique classique. Les catégories que tu utilisais automatiquement pour comprendre le monde deviennent floues. La distinction entre sujet et objet s'érode. La différence entre possible et réel devient incertaine. Tu entres dans ce que les psychologues appellent parfois un état liminaire, un seuil entre deux modes de compréhension incompatibles. Les mystiques de toutes les traditions parlent de ce moment. Ils utilisent des termes différents, l'éveil, la réalisation, le satori, le nirvana. Mais ils décrivent tous un moment où la perception ordinaire s'effondre et est remplacée par quelque chose de radicalement différent. Ce que personne ne te dit, c'est que les physiciens quantiques vivent exactement la même chose. Pas tous, bien sûr. Beaucoup se protègent
en traitant la mécanique quantique comme un simple formalisme mathématique, un outil de calcul sans implication métaphysique. Mais ceux qui affrontent vraiment les implications, qui suivent la logique jusqu'au bout, traversent une crise existentielle qui ressemble beaucoup à ce que les mystiques appellent la nuit noire de l'âme. Heisenberg l'a décrit explicitement dans ses mémoires. Il parle d'une période, au milieu des années 1920, où il ne pouvait plus faire confiance à sa propre perception. Il savait que la table devant lui était presque entièrement vide, que les atomes qui la composaient n'avaient pas de position définie, que la solidité qu'il ressentait sous ses mains était une illusion statistique créée par l'exclusion de Pauli, empêchant les électrons de se chevaucher. Savoir cela intellectuellement et continuer à vivre comme si les objets étaient réels créait une dissonance cognitive insupportable. Il a écrit qu'il passait des nuits entières à fixer le plafond, incapable de dormir, se demandant si sa propre existence était réelle ou si lui aussi était juste une fonction d'onde dans un espace de Hilbert de dimensions infinies. Est-ce que Werner Heisenberg, l'individu avec des souvenirs et des espoirs et des peurs, existait vraiment? Ou était-il juste une configuration temporaire de particules qui n'avaient elles-mêmes pas d'existence définie avant d'être observées? Et s'il était l'observateur, qu'est-ce qu'il observait lui pour le faire s'effondrer dans un état défini? Ces questions ne sont pas académiques ou abstraites quand tu es la personne qui les vit. Elles deviennent existentiellement urgentes. Elles te réveillent à 3 heures du matin avec ton cœur qui bat trop vite et une sensation de panique qui n'a pas d'objet spécifique parce que c'est la réalité elle-même qui s'effondre, pas juste une menace particulière que tu pourrais éviter. Pauli a vécu quelque chose de similaire, mais chez lui, c'est devenu une dépression clinique complète. Dans ses sessions avec Jung, il décrivait un sentiment qu'il appelait la perte de la fonction de réalité. Les objets autour de lui semblaient perdre leur solidité, leur ternesse, leur qualité d'existence indépendante. Il savait que c'était lié à sa compréhension de la mécanique quantique. Il ne pouvait plus croire en la réalité objective de la matière parce qu'il savait trop bien que cette réalité objective n'existait pas avant la mesure. Jung, fasciné, a interprété cela comme une irruption de l'inconscient collectif dans la conscience de Pauli. Les archétypes, selon Jung, sont des structures psychiques universelles qui existent dans une sorte de domaine platonicien en dehors du temps et de l'espace. La fonction d'onde en mécanique quantique existe également dans un domaine abstrait avant de s'effondrer dans la réalité physique. Jung et Pauli ont développé l'idée que ces deux domaines pourraient être deux aspects de la même réalité sous-jacente. Ils l'ont appelé l'unus mundus, le monde unique qui se manifeste à la fois comme matière et comme psyché. C'est complètement fou selon les standards du matérialisme scientifique orthodoxe, mais Pauli n'était pas un mystique délirant. C'était un des physiciens les plus rigoureux de son époque, connu pour déchirer en morceaux les théories mal formulées. Le fait qu'il prenait ses idées au sérieux devrait te dire quelque chose sur à quel point les implications de la mécanique quantique sont vraiment radicales. Maintenant, imagine que tu es un jeune physicien dans les années 1920. Tu as été formé dans la physique classique, dans l'idée que l'univers est comme une horloge géante, déterministe et prévisible. Puis, en l'espace de quelques années, cette vision entière s'effondre. Planck découvre la quantification de l'énergie. Einstein explique l'effet photoélectrique. Bohr développe son modèle atomique. De Broglie propose la dualité onde-particule. Heisenberg formule le principe d'incertitude. Schrödinger développe son équation d'onde. Born donne l'interprétation probabiliste. En moins d'une décennie, toute la physique est révolutionnée. Mais ce n'est pas seulement la physique qui change. C'est ta compréhension fondamentale de ce que signifie exister. Les certitudes sur lesquelles tu comptais pour donner un sens au monde sont arrachées une par une. La position définie, disparue. La trajectoire déterministe, disparue. La séparabilité des systèmes, disparue.
la réalité objective indépendante de l'observateur, disparut. Qu'est-ce qui reste quand tout ce en quoi tu croyais sur la nature de la réalité s'avère être une approximation utile au mieux, une illusion complète au pire? Voilà ce qui reste: l'incertitude, la probabilité, la superposition, l'enchevêtrement, des concepts qui violent toutes tes intuitions sur ce que devrait être le réel, et tu ne peux pas les rejeter parce que les expériences confirment encore et encore leurs prédictions avec une précision stupéfiante. La mécanique quantique est la théorie la plus précisément vérifiée de toute l'histoire de la science. Ces prédictions correspondent aux résultats expérimentaux avec jusqu'à 12 décimales de précision dans certains cas. Tu ne peux pas dire qu'elle était fausse. Tu peux seulement dire qu'elle est impossible. Et pourtant elle est vraie. Cette tension entre ce qui doit être vrai selon la logique et l'intuition et ce qui est vraiment vrai selon les expériences crée une forme spécifique de torture intellectuelle. C'est comme essayer de croire simultanément deux choses contradictoires, comme tenir dans ton esprit l'idée que le chat est vivant et l'idée que le chat est mort, et savoir que les deux sont vrais jusqu'à ce que tu regardes, et ne pas être capable de comprendre comment c'est possible, et pourtant être forcé d'accepter que c'est ce que disent les mathématiques et ce que confirment les expériences. Bohr a développé sa philosophie de la complémentarité en partie pour gérer cette tension. Il a dit que les aspects ondes et particules d'une entité quantique sont complémentaires. Ils ne peuvent pas être observés simultanément, mais les deux sont nécessaires pour une description complète. C'était sa manière d'éviter de dire directement que les particules n'ont pas de nature définie avant la mesure. Il pouvait parler de complémentarité sans avoir à affronter le vide ontologique au cœur de la mécanique quantique. Mais cette stratégie de compromis intellectuel ne satisfaisait pas Einstein. Il voyait clairement ce que Bohr essayait de cacher. Dans une lettre à Max Born en 1926, Einstein a écrit « La théorie produit beaucoup, mais ne nous rapproche guère du secret du vieux. En tout cas, je suis convaincu qu'il ne joue pas au dé. » Le vieux, c'était sa manière affectueuse de parler de Dieu, ou de la nature, ou de la réalité fondamentale. Et Einstein ne pouvait pas accepter que cette réalité fondamentale soit probabiliste et indéterminée. Pourquoi pas? Pourquoi Einstein, qui avait révolutionné la physique avec la relativité, qui n'avait peur d'aucune idée radicale, ne pouvait-il pas accepter la mécanique quantique? Parce qu'elle détruisait quelque chose d'encore plus fondamental pour lui que n'importe quelle théorie spécifique, l'idée qu'il existe une réalité objective indépendante de nous. Einstein était un réaliste dans le sens philosophique profond du terme. Il croyait que la Lune est la même quand personne ne la regarde. La mécanique quantique, du moins dans l'interprétation de Copenhague, implique que la Lune n'a pas de position définie jusqu'à ce que quelqu'un la mesure. En 1935, Einstein a publié avec Boris Podolsky et Nathan Rosen un article qui présentait ce qui est maintenant connu comme le paradoxe EPR. C'était une tentative de démontrer que la mécanique quantique était incomplète. L'argument était ingénieux. Si tu enchevêtres deux particules, puis les sépares par une grande distance, et si tu mesures une propriété de l'une, tu connais instantanément la propriété correspondante de l'autre. Mais comment la deuxième particule peut-elle savoir ce que tu as mesuré sur la première? Soit l'information voyage plus vite que la lumière, ce qui viole la relativité, soit les particules avaient des valeurs définies pour ces propriétés tout le temps, ce qui signifie que la mécanique quantique est incomplète parce qu'elle ne spécifie pas ses valeurs. Einstein pensait avoir coincé Bohr, mais il n'avait pas anticipé ce qui s'est réellement passé. Bohr a accepté l'enchevêtrement. Il a dit que les deux particules forment un système unique qui ne peut pas être divisé en parties indépendantes, peu importe la distance qui les sépare. La séparabilité spatiale, l'idée que des objets éloignés sont indépendants, est fausse au niveau quantique. Einstein a trouvé cette réponse encore plus troublante que le problème original. Il l'a appelée « action fantomatique à distance » et l'a rejetée comme absurde. Mais 30 ans plus tard,
John Bell a prouvé mathématiquement qu'on pouvait tester laquelle des deux visions était correcte. Ces inégalités établissaient une limite stricte sur les corrélations possibles entre particules séparées si l'univers est localement réaliste. Quand Alain Aspect a fait les expériences en 1982, les résultats ont violé les inégalités de Bell. L'univers n'est pas localement réaliste. Einstein avait tort. L'action fantomatique à distance est réelle. Depuis lors, l'expérience a été répétée des milliers de fois avec des variations de plus en plus sophistiquées. En 2015, 3 groupes indépendants ont effectué des expériences à choix libre qui fermaient toutes les échappatoires possibles. Ils ont utilisé des générateurs de nombres aléatoires quantiques pour choisir les mesures, garantissant qu'aucune information sur le choix ne pouvait exister avant la mesure. Ils ont séparé les mesures par des distances assez grandes pour que même la lumière ne puisse pas voyager entre elles pendant l'expérience. Les résultats étaient sans équivoque. Les inégalités de Bell sont violées. Le réalisme local est mort. Qu'est-ce que cela signifie pour toi, assis là en train de lire ça? Cela signifie que chaque particule dans ton corps est enchevêtrée avec des particules ailleurs dans l'univers d'une manière qui ne respecte pas la séparation spatiale. Tu n'es pas un objet isolé et indépendant. Tu es un nœud dans un réseau d'enchevêtrement qui s'étend potentiellement à travers tout l'univers. Tes frontières physiques, la peau qui semble te séparer du monde extérieur, sont une illusion créée par la décohérence, le processus par lequel les systèmes quantiques perdent leurs propriétés de superposition en interagissant avec leur environnement. Mais la décohérence n'élimine pas vraiment l'enchevêtrement. Elle le dilue simplement sur un environnement tellement vaste que tu ne peux plus le détecter pratiquement. Au niveau fondamental, toi et l'univers êtes un système enchevêtré unique. La séparation est émergente, pas fondamentale. C'est ce que Bohm essayait de dire avec sa totalité indivise. C'est ce que Schrödinger essayait d'exprimer quand il écrivait sur l'unité de la conscience. C'est ce que les mystiques de toutes les traditions ont toujours dit. La séparation est une illusion, tout est un. Sauf que maintenant, ce n'est plus du mysticisme. C'est de la physique confirmée expérimentalement. Et ça ne te libère pas, ça te terrifie. Parce que si la séparation est une illusion, alors qu'es-tu vraiment? Où commences-tu et où finis-tu? Est-ce que tu es même une chose distincte qui peut être désignée comme toi? Voilà la crise de perception qui ronge lentement ta santé mentale quand tu commences vraiment à comprendre la mécanique quantique. Ce n'est pas comme apprendre un nouveau fait sur le monde. C'est comme découvrir que le monde n'existe pas de la manière que tu pensais. Chaque certitude que tu utilisais comme encre pour ton sens de la réalité est coupée. Tu dérives dans un océan de probabilités et de potentialités où rien n'est vraiment solide, où le passé n'est pas fixé, où le futur n'est pas simplement inconnu, mais littéralement inexistant jusqu'à ce qu'il s'effondre dans le présent. Et maintenant vient l'expérience qui va rendre tout cela horriblement, viscéralement réel. L'expérience à choix retardé de Wheeler. Pas la version pensée, la version réelle effectuée dans de vrais laboratoires avec de vrais photons et de vrais choix faits après que les photons ont déjà traversé l'appareil. L'expérience qui confirme que le passé n'existe pas de manière définie jusqu'à ce que le futur le crée. L'expérience de l'effaceur quantique à choix retardé est probablement l'expérience la plus troublante jamais réalisée dans l'histoire de la physique. Elle combine tout ce que nous avons exploré jusqu'ici, l'enchevêtrement, le choix retardé, l'effondrement de la fonction d'onde, et elle les pousse jusqu'à leurs conclusions les plus extrêmes. Quand tu auras compris ce que cette expérience démontre, tu ne pourras plus jamais penser au temps de la même manière. L'expérience originale a été proposée par Merlin Scully et Kai Drull en 1982. Mais c'est en 1999 qu'une équipe dirigée par Yoon-Ho Kim à l'Université de Maryland-Baltimore County l'a réellement effectuée pour la première fois. Les résultats ont confirmé les prédictions théoriques les plus dérangeantes. Voici comment l'expérience fonctionne.
tu commences avec une version modifiée de l'expérience de la double fente. Tu envoies des photons vers deux fentes, mais cette fois, tu places un cristal spécial devant chaque fente. Ces cristaux, appelés cristaux de conversion paramétrique descendante, transforment chaque photon entrant en une paire de photons enchevêtrés. Un photon de chaque paire, appelé le photon signal, continue vers un détecteur qui enregistre où il arrive. L'autre photon, appelé le photon témoin, est envoyé vers un système de détection séparé. Maintenant, voici le détail crucial. Les photons témoins portent de l'information sur quelle fente leur photon signal partenaire a traversé. Si tu mesures le photon témoin d'une certaine manière, tu peux savoir par quelle fente le photon signal est passé. Mais si tu mesures le photon témoin d'une autre manière, tu effaces cette information de chemin. Tu ne peux plus savoir par quelle fente le signal est passé. Et voilà où l'expérience devient véritablement impossible à comprendre avec l'intuition ordinaire. Le photon signal arrive à son détecteur avant que le photon témoin n'arrive au sien. Le signal est déjà enregistré. Son impact sur le détecteur a déjà eu lieu. Puis, après que le signal est arrivé, tu décides comment mesurer le témoin. Tu choisis soit d'obtenir l'information de chemin, soit de l'effacer. Si tu choisis de garder l'information de chemin, les photons signaux correspondants, ceux qui étaient enchevêtrés avec les témoins que tu as mesurés ainsi, ne montrent pas de motif d'interférence. Ils se comportent comme des particules qui ont chacune traversé une seule fente. Si tu choisis d'effacer l'information de chemin, les photons signaux correspondants montrent un motif d'interférence. Ils se comportent comme des ondes qui ont traversé les deux fentes simultanément. Mais ces photons signaux ont déjà été détectés. Leur impact a déjà eu lieu. Comment ton choix ultérieur sur le photon témoin peut-il affecter un événement qui s'est déjà produit? La réponse est terrifiante dans ses implications. Ton choix futur détermine rétroactivement ce que le photon signal a fait dans le passé. Pas seulement ce que tu sais sur ce qu'il a fait, ce qu'il a réellement fait. La réalité passée elle-même est modifiée par ta décision présente. Les données expérimentales sont sans équivoque. Quand l'équipe de Kim a analysé les résultats, ils ont séparé les photons signaux en groupes basés sur ce qui était arrivé à leurs photons témoins partenaires. Les signaux dont les témoins avaient révélé l'information de chemin ne montraient aucune interférence. Les signaux dont les témoins avaient eu leur information effacée montraient une interférence parfaite. Le comportement passé des signaux dépendait entièrement du choix futur fait sur les témoins. Imagine un instant que tu es dans ce laboratoire. Tu regardes l'écran où les impacts des photons signaux sont enregistrés. Juste des points aléatoires qui apparaissent un par un. Aucun motif visible. Puis tu vas à l'autre côté du laboratoire où les photons témoins sont mesurés. Tu fais ton choix. Tu décides d'effacer l'information de chemin pour certains témoins et de la garder pour d'autres. Puis tu retournes aux données des signaux et tu les tries en fonction de tes choix sur les témoins. Et là, devant tes yeux, les motifs apparaissent. Les signaux correspondant aux témoins effacés forment des franges d'interférence parfaites. Les signaux correspondant aux témoins mesurés forment deux bandes distinctes sans interférence. Ton choix fait après l'enregistrement des signaux a déterminé ce qu'ils avaient fait avant. Certains physiciens ont essayé de minimiser les implications de cette expérience. Ils disent que tu ne peux voir le motif d'interférence qu'après avoir trié les données en fonction des mesures des témoins. Avant ce tri, les signaux semblent aléatoires. Donc, argumenta-t-il, aucune information ne voyage vraiment du futur vers le passé. Tu ne peux pas utiliser cet effet pour envoyer un message dans le passé. C'est vrai sur le plan technique. L'effet ne viole pas la causalité de manière exploitable pour la communication. Mais cette défense rate complètement le point philosophique. La question n'est pas de savoir si tu peux envoyer un message dans le passé. La question est de savoir si le passé existe de manière définie avant d'être observé. Et l'expérience de l'effaceur à choix retardé démontre clairement que non.
Le passé des photons signaux n'était pas déterminé quand ils ont frappé le détecteur. Il est resté dans une sorte de limbe, une superposition d'histoires possibles jusqu'à ce que le choix soit fait sur les témoins. Et seulement alors, rétroactivement, une histoire définie a cristallisé. Pas une histoire que tu as découverte. Une histoire que tu as créée par ton choix. Wheeler avait raison. Le passé n'est pas quelque chose qui s'est passé. C'est quelque chose qui se passe, constamment recréé par les observations présentes. L'histoire n'est pas un livre déjà écrit que nous lisons page par page. C'est un livre qui s'écrit lui-même à mesure que nous le lisons, et chaque lecture modifie ce qui était écrit sur les pages précédentes. Les implications pour ta propre existence sont vertigineuses. Tu crois que tu es le produit d'une histoire définie. Tu es né à une certaine date. Tu as vécu certaines expériences. Tu as pris certaines décisions. Tout cela constitue le passé fixe qui t'a amené à ce moment présent. Mais selon les implications de l'effaceur à choix retardé, cette histoire n'est peut-être pas aussi fixe que tu le crois. Chaque observation que tu fais maintenant, chaque attention que tu portes à un aspect de ton passé pourrait être en train de déterminer rétroactivement ce qui s'est réellement passé. Tes souvenirs ne sont pas des fenêtres sur un passé immuable. Ils sont des actes créatifs qui façonnent le passé à mesure que tu le regardes. Cette idée résonne étrangement avec des traditions spirituelles anciennes. Le bouddhisme enseigne que le soi est une construction constante, pas une entité fixe. L'hindouisme parle de Maya, l'illusion qui nous fait croire que le monde manifesté est plus réel que la conscience qui le perçoit. Les mystiques de toutes les traditions ont toujours dit que le temps linéaire est une illusion, que passé, présent et futur coexistent dans un éternel maintenant. Ce qui est nouveau, c'est que la physique quantique semble maintenant confirmer ces intuitions mystiques par des expériences rigoureusement contrôlées. Ce n'est plus une question de foi ou de méditation profonde. C'est une question de données expérimentales qui violent nos intuitions les plus fondamentales sur la nature du temps. Mais voilà la question que personne n'ose vraiment poser. Si le passé peut être modifié par les observations présentes, alors le passé qui a mené à l'existence de la vie sur Terre, à l'évolution des êtres conscients, à l'émergence des physiciens qui font ces expériences, ce passé cosmique lui-même est-il fixé? Ou existe-t-il dans une superposition jusqu'à ce que des observateurs l'effondrent rétroactivement? Wheeler a pris cette question au sérieux. Dans ces dernières années, il a développé ce qu'il appelait le programme Eat from Bit, l'idée que la réalité physique, le ET, émerge de l'information, le bit, et cette information n'existe pas de manière définie jusqu'à ce qu'elle soit observée. L'univers entier, selon Wheeler, est un vaste processus de création participative où les observateurs conscients jouent un rôle fondamental. Cette vision inverse complètement la relation traditionnelle entre conscience et matière. Dans la vision matérialiste standard, la conscience est un épiphénomène de la matière. Le cerveau produit la conscience comme le foie produit la bile. La conscience est secondaire, dérivée, dépendante du substrat physique. Mais si Wheeler a raison, c'est l'inverse. La conscience, ou du moins l'observation, est fondamentale. La matière est secondaire. L'univers physique émerge des actes d'observation plutôt que l'inverse. Les observateurs ne sont pas dans l'univers. L'univers est dans les observateurs, ou plutôt les observateurs et l'univers sont des aspects inséparables d'un processus créatif unique. Cette vision ressemble à l'idéalisme philosophique de Berkeley qui affirmait que esse est percipi, être c'est être perçu. Mais ce n'est plus de la philosophie spéculative, c'est de la physique expérimentale. Les expériences à choix retardé et à effaceur quantique démontrent que l'observation joue un rôle constitutif dans la réalité, pas seulement épistémique. L'observation ne révèle pas une réalité préexistante. Elle la crée. Maintenant, tu pourrais te demander pourquoi tout cela n'est pas plus connu. Pourquoi ces expériences ne sont-elles pas enseignées dans les cours de physique standard?
pourquoi les implications ne sont-elles pas discutées dans les médias grand public? Pourquoi la plupart des gens vivent-ils leur vie comme si le temps était linéaire et le passé était fixé, alors que la physique a démontré le contraire? La réponse est complexe et révèle quelque chose de troublant sur la manière dont la connaissance scientifique est gérée et diffusée. Premièrement, les physiciens eux-mêmes sont divisés sur les implications de ces expériences. Certains adoptent l'interprétation de Copenhague et disent que la fonction d'onde s'effondre lors de la mesure, sans trop s'interroger sur ce que cela signifie vraiment. D'autres adoptent l'interprétation des mondes multiples et disent qu'il n'y a pas d'effondrement, juste une ramification constante de l'univers en branches parallèles. D'autres encore adoptent des interprétations relationnelles ou informationnelles qui évitent de prendre position sur ce qui est vraiment réel. Cette cacophonie d'interprétations permet aux physiciens d'éviter de confronter directement les implications philosophiques les plus dérangeantes. Ils peuvent dire que c'est une question d'interprétation, pas de physique, et retourner à leurs calculs sans avoir à affronter le fait que leur science a démoli les fondations de la vision du monde ordinaire. Deuxièmement, les implications sont tellement radicales qu'elles provoquent un rejet instinctif. Le cerveau humain a évolué pour naviguer dans un monde macroscopique de causes et d'effets linéaires. L'idée que le futur peut influencer le passé viole cette programmation évolutive si profondément que la plupart des gens, même les scientifiques, préfèrent ne pas y penser. Troisièmement, il y a des intérêts institutionnels en jeu. La vision matérialiste du monde, où la conscience est un produit de la matière et le passé est fixe, est le fondement implicite de presque toutes nos institutions, la médecine, le droit, l'économie, la politique. Remettre en question cette vision menacerait des structures de pouvoir établies. Il est plus confortable de traiter la mécanique quantique comme une bizarrerie limitée au monde subatomique, sans implication pour la vie quotidienne. Mais les expériences continuent de s'accumuler et les implications deviennent de plus en plus difficiles à ignorer. En 2017, une équipe internationale a effectué une expérience à choix retardé utilisant des photons provenant de quasars séparés par des milliards d'années-lumière. Les choix de mesure étaient déterminés par la lumière de ces quasars, lumière émise des milliards d'années avant que l'expérience n'existe, avant que la Terre n'existe, avant que notre Soleil ne se forme. L'idée était de fermer définitivement tout échappatoire possible. Si le choix de mesure était déterminé par des événements cosmiques qui se sont produits des milliards d'années dans le passé, alors il n'y avait aucune possibilité que les particules de l'expérience puissent anticiper ce choix par un quelconque mécanisme local. Les résultats ont confirmé la violation des inégalités de Bell. L'univers n'est définitivement pas localement réaliste. En 2019, des chercheurs de Vienne ont effectué une version encore plus sophistiquée de l'ami de Wigner, l'expérience de pensée où différents observateurs ont des descriptions incompatibles de la même réalité. Leurs résultats suggèrent que soit la mécanique quantique doit être modifiée, soit nous devons abandonner l'idée que les mesures produisent des résultats uniques et définitifs, soit nous devons accepter que différents observateurs peuvent vivre dans des réalités incompatibles sans contradiction. La troisième option est la plus troublante. Elle suggère que la réalité objective, un fait unique et définitif sur ce qui s'est passé, indépendant de l'observateur, n'existe tout simplement pas. Chaque observateur crée sa propre réalité par ses observations, et ces réalités peuvent être mutuellement incompatibles sans qu'aucune ne soit plus vraie que l'autre. Si c'est le cas, alors la question est-il possible de changer le passé prend un sens entièrement nouveau. Le passé n'est pas une chose unique qui pourrait être changée ou non. Le passé est une multiplicité de potentialités qui se cristallisent différemment pour différents observateurs. Ton passé et mon passé ne sont pas nécessairement le même passé, même si nous croyons avoir partagé les mêmes événements. Cette vision de la réalité est tellement éloignée du sens commun qu'elle provoque une résistance viscérale. Ton cerveau proteste, tes intuitions se rebellent. Tu veux revenir à un monde solide où les choses sont ce qu'elles sont, où le passé est passé, où la réalité ne dépend pas de qui la regarde. Mais l'univers n'a pas
à se conformer à tes préférences. Il est ce qu'il est, aussi étrange que cela puisse paraître. Et les expériences continuent de confirmer cette étrangeté avec une précision croissante. La mécanique quantique est la théorie scientifique la plus précisément testée de toute l'histoire. Ses prédictions correspondent aux mesures, avec jusqu'à 12 décimales de précision dans certains cas. Tu ne peux pas la rejeter parce qu'elle te met mal à l'aise. Le physicien Richard Feynman a dit un jour que personne ne comprend vraiment la mécanique quantique. Ce n'est pas une admission d'ignorance. C'est une reconnaissance du fait que comprendre, au sens où nous utilisons normalement ce mot, implique une correspondance avec nos intuitions. Et la mécanique quantique ne correspond à aucune de nos intuitions. Elle les viole toutes. Elle nous force à accepter des impossibilités comme faits expérimentaux. Mais peut-être que le problème n'est pas la mécanique quantique. Peut-être que le problème, ce sont nos intuitions. Elles ont évolué pour nous aider à survivre dans un environnement spécifique, la savane africaine d'il y a quelques centaines de milliers d'années. Elles sont optimisées pour détecter les prédateurs, trouver de la nourriture, former des alliances sociales. Elles ne sont pas optimisées pour comprendre la structure fondamentale de la réalité à l'échelle quantique. Nos intuitions nous disent que les objets ont des positions définies. La mécanique quantique dit non. Nos intuitions nous disent que le passé est fixé. La mécanique quantique dit non. Nos intuitions nous disent que la mesure révèle une réalité préexistante. La mécanique quantique dit non. À chaque confrontation, nos intuitions perdent et la mécanique quantique gagne. Peut-être est-il temps de laisser nos intuitions mourir, de les abandonner comme nous avons abandonné l'idée que la Terre est plate ou que le Soleil tourne autour de la Terre. Ces croyances aussi semblaient évidentes et intuitives à nos ancêtres. Elles aussi ont dû mourir pour que la compréhension avance. La mort de l'intuition temporelle classique est le prochain grand sacrifice cognitif que l'humanité doit faire. Et tu es là, en ce moment, en train de le vivre. En train de sentir tes certitudes sur le passé et le futur se désintégrer lentement. En train de réaliser que le temps n'est pas ce que tu pensais. Cette réalisation n'est pas confortable. Elle est terrifiante. Elle crée un vide existentiel que rien ne peut vraiment combler. Mais elle est aussi, d'une certaine manière, libératrice. Si le passé n'est pas fixé, alors tu n'es pas prisonnier de ton histoire. Si tes observations présentes créent le passé autant que le passé crée ton présent, alors il y a une réciprocité, une liberté cachée dans cette étrangeté. Les physiciens qui ont compris ces implications n'ont pas tous sombré dans la folie ou le désespoir. Certains ont trouvé une forme de paix dans l'acceptation de l'incompréhensible. Ils ont appris à vivre avec le mystère, à danser avec l'incertitude, à embrasser la paradoxe plutôt qu'à la fuir. Mais avant d'arriver à cette paix, il faut traverser la tempête. Il faut voir mourir toutes tes certitudes, une par une. Il faut sentir le sol se dérober sous tes pieds conceptuels. Il faut tomber dans l'abîme et découvrir qu'il n'y a pas de fond, que la chute elle-même est une illusion créée par ton besoin de stabilité. Et maintenant, dans cette dernière partie, nous allons examiner ce que tout cela signifie vraiment pour ta vie, pour ta conscience, pour ta mort. Les implications les plus personnelles et les plus inévitables de cette révolution quantique dans notre compréhension du temps. Maintenant, tu arrives au bout de ce voyage. Mais ce n'est pas vraiment une fin. C'est plutôt un seuil, une porte qui s'ouvre sur quelque chose que tu ne peux plus ignorer. Tout ce que nous avons exploré ensemble, les expériences à choix retardés, l'effaceur quantique, l'enchevêtrement non local, l'effondrement de la fonction d'onde par l'observation, tout cela converge vers une question que tu dois maintenant affronter directement. Qu'est-ce que cela signifie pour toi? Pas pour la physique abstraite, pas pour les débats académiques entre théoriciens. Pour toi, personnellement, dans ta vie quotidienne, dans tes décisions, dans ta mort éventuelle. Commençons par les physiciens eux-mêmes.
ceux qui ont vraiment compris les implications de ce qu'ils avaient découvert. Leur destin est instructif, pas comme avertissement, mais comme témoignage de ce qui se passe quand un esprit humain affronte vraiment la nature de la réalité sans les protections habituelles de l'ignorance ou du déni. Wolfgang Pauli, après sa dépression nerveuse et ses années de psychanalyse avec Jung, n'est jamais vraiment revenu à une vision ordinaire du monde. Il a continué à faire de la physique brillante, contribuant de manière fondamentale à la théorie quantique des champs. Mais en privé, il était obsédé par ce qu'il appelait le problème de l'irrationnel dans la physique. Il croyait que la mécanique quantique révélait quelque chose de fondamentalement incomplet dans la vision scientifique du monde, quelque chose qui nécessitait une intégration avec la dimension psychique de l'existence. Dans ses dernières lettres, Pauli écrivait sur une sensation persistante que la réalité était plus fluide qu'elle ne le paraissait, que les frontières entre sujet et objet, entre passé et futur, entre mental et physique, étaient des constructions pragmatiques plutôt que des divisions absolues. Il est mort en 1958 d'un cancer du pancréas, à l'âge de 58 ans. Dans sa chambre d'hôpital à Zurich, il a remarqué que le numéro de sa chambre était 137. Ce nombre, la constante de structure fine, approximativement, égale à 1 sur 137, l'avait obsédé toute sa vie. Il croyait qu'elle contenait un secret fondamental sur la nature de la réalité. Le fait qu'il soit mort dans une chambre portant ce numéro lui semblait être une synchronicité finale, un clin d'œil de l'univers confirmant que le hasard et le sens étaient inextricablement liés. Erwin Schrödinger a passé ses dernières années à Dublin, exilé d'Autriche par la montée du nazisme. Il a écrit un petit livre intitulé « Qu'est-ce que la vie ?» où il anticipait la découverte de l'ADN et proposait que la vie était fondamentalement un processus d'information. Mais il a aussi écrit des essais philosophiques où il affirmait que la conscience était une et indivisible, que la multiplicité des esprits individuels était une illusion, que nous étions tous des aspects d'une conscience universelle unique, se regardant elle-même à travers des milliards de pères-dieux. Ces idées venaient directement des Upanishads et de la philosophie védantique que Schrödinger avait étudiée en profondeur. Mais il ne les voyait pas comme des importations étrangères dans sa pensée scientifique. Il les voyait comme les conclusions naturelles auxquelles la physique quantique menait inévitablement. Si l'observateur et l'observé ne peuvent pas être séparés, si la conscience joue un rôle constitutif dans l'effondrement de la fonction d'onde, alors la conscience n'est pas un accident de l'évolution biologique. Elle est tissée dans le tissu même de la réalité. Schrödinger est mort en 1961, convaincu que la physique avait révélé quelque chose de profondément spirituel sur la nature de l'existence, quelque chose que la plupart de ses collègues refusaient d'admettre par peur de perdre leur respectabilité scientifique. David Bohm, après des décennies d'exil et de marginalisation pour avoir proposé une interprétation alternative de la mécanique quantique, a trouvé une forme de reconnaissance tardive. Sa théorie de l'onde pilote, une fois ignorée, est maintenant considérée comme l'une des interprétations les plus cohérentes et les plus philosophiquement satisfaisantes de la mécanique quantique. Mais Bohm lui-même avait dépassé les débats techniques sur les interprétations. Dans ses dialogues avec Krishnamurti et dans ses propres écrits tardifs, Bohm a développé une vision de la réalité qu'il appelait l'ordre impliqué. L'idée est que la réalité que nous percevons, l'ordre expliqué avec ces objets séparés dans l'espace et le temps, émerge d'un domaine plus profond où tout est enchevêtré ensemble dans une totalité indivisible. L'espace et le temps eux-mêmes sont des projections de cet ordre plus profond, des manières dont la totalité se déploie pour créer l'apparence de séparation et de succession. Si Bohm avait raison, alors la question de changer le passé prend un sens encore plus radical. Dans l'ordre impliqué, il n'y a pas vraiment de passé ou de futur au sens où nous les comprenons normalement. Il y a un éternel présent qui se plie et se déplie constamment, créant l'illusion du temps linéaire.
Chaque moment contient potentiellement tous les autres moments. Le passé n'est pas derrière nous. Il est en fold, replié dans le présent, accessible par des voies que notre perception ordinaire ne reconnaît pas. Bohm est mort en 1992 d'une crise cardiaque. Ces dernières années avaient été consacrées à développer des techniques de dialogue qui pourraient aider les humains à percevoir l'ordre impliqué directement, à dépasser les fragmentations de la pensée ordinaire et à entrer en contact avec la totalité indivisible. Il croyait que cette transformation de la conscience était nécessaire non seulement pour comprendre la physique, mais pour sauver l'humanité de sa tendance à l'autodestruction. Hugh Everett, le créateur de l'interprétation des mondes multiples, a eu le destin le plus tragique de tous les pionniers quantiques. Après avoir été rejeté par la communauté physique, il a abandonné la recherche académique et a travaillé dans la défense pendant la guerre froide. Il est devenu alcoolique et obèse. Il a dit à ses proches qu'il ne croyait pas vraiment à la mort au sens ordinaire, parce que, selon sa propre théorie, il continuerait à exister dans d'autres branches du multivers. Cette croyance, aussi rationnelle qu'elle puisse sembler dans le cadre de sa théorie, ne l'a pas protégé de la dépression et du désespoir. Il est mort d'une crise cardiaque en 1982 à l'âge de 51 ans. Conformément à ses souhaits, son corps a été incinéré et ses cendres jetées à la poubelle. Il avait dit qu'il ne voulait pas de cérémonie, pas de monument, pas de traces physiques de son passage dans cette branche particulière de l'univers. Sa fille, Elizabeth, a lutté contre la maladie mentale pendant des années. En 1996, elle s'est suicidée. Dans sa note, elle a écrit qu'elle espérait être réunie avec son père dans un univers parallèle. L'interprétation des mondes multiples, conçue comme une solution élégante au problème de la mesure quantique, était devenue pour cette famille une métaphysique du désespoir, une manière de rationaliser la mort sans l'affronter vraiment. Ces histoires ne sont pas des mises en garde contre l'exploration de la physique quantique. Elles sont des témoignages de ce qui se passe quand des esprits humains touchent à quelque chose de fondamentalement incompatible avec les structures psychologiques ordinaires. La mécanique quantique n'est pas dangereuse en elle-même, mais elle détruit des illusions qui, pour beaucoup de gens, sont nécessaires pour fonctionner quotidiennement. L'illusion d'un moi séparé et permanent. L'illusion d'un monde solide et objectif. L'illusion d'un temps linéaire avec un passé fixe et un futur ouvert. Quand ces illusions s'effondrent, il y a deux voies possibles. La première est la décompensation, la dépression, l'anxiété existentielle paralysante, la fuite dans l'alcool ou les drogues ou le déni obstiné. C'est le chemin que plusieurs des pionniers quantiques ont suivi, au moins pendant une partie de leur vie. La deuxième voie est ce que les traditions spirituelles appellent l'éveil ou la libération. C'est l'acceptation complète de l'incertitude fondamentale de l'existence, la dissolution du besoin d'un sol stable sous les pieds, l'embrassement de la fluidité et de la paradoxe comme nature même du réel. Cette voie mène à une forme de paix qui n'est pas la paix de la certitude, mais la paix de l'ouverture totale. Schrödinger et Bohm semblent avoir trouvé cette deuxième voie, au moins partiellement. Leur engagement avec les traditions spirituelles orientales n'était pas une fuite de la physique, mais une intégration de la physique dans une vision plus large de l'existence. Ils ont compris que la mécanique quantique n'était pas seulement une théorie des particules subatomiques, mais une révélation sur la nature de la conscience et de la réalité elle-même. Maintenant, la question est de savoir ce que tu vas faire avec cette connaissance. Tu peux la compartimenter, la traiter comme une curiosité intellectuelle sans implication pratique, retourner à ta vie ordinaire comme si rien n'avait changé. Beaucoup de gens font cela. Même beaucoup de physiciens font cela. C'est une stratégie de survie psychologique parfaitement valide. Mais tu peux aussi laisser cette connaissance transformer ta relation avec le temps, avec ton passé, avec ton identité. Si le passé n'est pas fixé, alors les regrets et les traumatismes qui semblent définir qui tu es ne sont pas aussi absolus qu'ils le paraissent. Ils sont des cristallisations temporaires
d'une fonction d'onde qui pourrait encore évoluer. L'acte de te souvenir différemment, de réinterpréter ton histoire, n'est peut-être pas seulement un exercice psychologique. C'est peut-être une participation active à la création de ton passé. Cette idée a des résonances profondes avec les pratiques thérapeutiques modernes. La thérapie narrative, par exemple, repose sur l'idée que les histoires que nous nous racontons sur notre vie façonnent notre expérience présente et future. Changer l'histoire, ce n'est pas mentir sur le passé. C'est reconnaître que le passé est toujours médiatisé par l'interprétation présente et que cette interprétation est créative, pas seulement descriptive. Les techniques de visualisation utilisées par les athlètes et les performeurs reposent sur le même principe. En imaginant vividement un résultat désiré, tu crées une réalité mentale qui influence ta performance physique. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neuroscience bien documentée. Mais dans le contexte de la mécanique quantique et du choix retardé, cela prend une signification encore plus profonde. Tu ne visualises pas seulement un futur possible. Tu participes peut-être à l'effondrement de la fonction d'onde qui déterminera quel futur se manifestera. Roger Penrose et Stuart Hameroff, avec leur théorie ORC-OR, suggèrent que chaque moment de conscience est un effondrement de la fonction d'onde dans les microtubules du cerveau. Si c'est vrai, alors chaque pensée, chaque intention, chaque acte d'attention est un événement quantique qui participe à la création de la réalité. La méditation, la prière, la visualisation créative ne sont pas des superstitions pré-scientifiques. Elles sont des technologies de cesse de manipulation de la fonction d'onde, des méthodes pour influencer quelle potentialité se manifeste dans l'actualité. Cela ne signifie pas que tu peux créer n'importe quelle réalité par la seule pensée. Les probabilités quantiques ont des structures. Certains résultats sont beaucoup plus probables que d'autres. Tu ne peux pas violer les lois de la physique par la volonté. Mais à l'intérieur du spectre des possibilités quantiques, ton observation, ton attention, ton intention jouent un rôle dans la sélection de quelle possibilité devient réelle. Et maintenant, la question la plus personnelle de toutes. La mort. Qu'est-ce que la mécanique quantique implique pour ta mort éventuelle? L'interprétation des mondes multiples suggère une forme étrange d'immortalité quantique. Si l'univers se divise à chaque mesure quantique, créant des branches pour chaque résultat possible, alors il existe toujours des branches où tu survis. Peu importe la situation dangereuse dans laquelle tu te trouves, il existe des branches où les événements quantiques aléatoires conspirent pour te sauver. Selon cette logique, du point de vue subjectif de ta conscience, tu ne peux jamais mourir. Tu continues toujours dans une branche où tu as survécu. Cette idée, appelée suicide quantique ou immortalité quantique, est profondément troublante. Elle suggère que la mort n'est réelle que pour les observateurs extérieurs, pas pour le sujet qui meurt. Toi, de ton point de vue subjectif, tu continues toujours. Tu ne peux pas expérimenter ta propre mort parce qu'il y a toujours des branches où tu es encore en vie. Mais cette immortalité n'est pas une consolation facile. Dans certaines de ces branches où tu survis dans des états terribles, avec des maladies dégénératives, des blessures graves, une souffrance prolongée. L'immortalité quantique, si elle était réelle, n'est pas une promesse de bonheur éternel. C'est une condamnation à l'existence perpétuelle, quelle que soit la qualité de cette existence. Hugh Everett croyait apparemment à cette immortalité quantique. Cela ne l'a pas empêché de vivre une vie malheureuse et de mourir relativement jeune d'une crise cardiaque, probablement liée à son mode de vie malsain. Peut-être qu'il continue dans d'autres branches. Peut-être que nous continuons tous. Mais cette continuation n'élimine pas la souffrance présente. Elle la multiplie à travers des infinités de branches parallèles. D'autres interprétations de la mécanique quantique offrent des visions différentes de la mort. L'interprétation de Copenhague, avec son accent sur l'observation, suggère que la conscience joue un rôle spécial dans l'effondrement de la fonction d'onde. Si la conscience est nécessaire pour créer la réalité définie, alors que se passe-t-il
quand une conscience cesse d'exister? La réalité qu'elle créait cesse-t-elle aussi? Wigner pensait que la conscience était fondamentale et ne pouvait pas vraiment cesser. Elle pourrait changer de forme, se désidentifier d'un corps particulier, mais elle ne pourrait pas être annihilée parce qu'elle n'est pas un produit de la matière, mais plutôt ce qui permet à la matière d'exister de manière définie. Ces spéculations dépassent ce que la physique peut actuellement confirmer ou infirmer. Mais elles ne sont pas arbitraires. Elles découlent logiquement des implications de la mécanique quantique prise au sérieux. Si l'observation crée la réalité, alors la conscience qui observe est plus fondamentale que la réalité qu'elle crée. Et si la conscience est fondamentale, alors elle ne peut pas être réduite à un épiphénomène de processus physiques qui dépendent eux-mêmes de l'observation pour exister. Voilà l'ironie cosmique finale que Wheeler avait entrevue. L'univers a besoin d'observateurs pour exister de manière définie. Mais les observateurs sont des produits de l'évolution biologique qui s'est produite dans l'univers. L'univers crée les observateurs qui créent l'univers. C'est une boucle causale qui viole la logique linéaire ordinaire, mais qui est parfaitement cohérente avec le temps non linéaire de la mécanique quantique. Tu es cette boucle. Ton observation maintenant participe à la création de l'histoire cosmique qui a rendu ton existence possible. Tu n'es pas un spectateur passif de l'univers. Tu es un participant actif dans sa création continue. Chaque moment de conscience que tu vis est un acte créatif, un effondrement de potentialité infinie en actualité définie. Cette vision peut sembler grandiose, même mégalomane. Qui es-tu pour prétendre participer à la création de l'univers? Mais ce n'est pas une question d'ego ou de grandiosité. C'est simplement ce que la physique implique quand tu suis ses conclusions jusqu'au bout. Tu n'es pas spécial dans le sens où tu serais différent des autres observateurs. Tous les observateurs conscients participent également à ce processus. Mais tu es nécessaire, indispensable même, pour que la portion de réalité que tu observes existe de manière définie. Le physicien John Wheeler, dans ses dernières années, aimait dessiner son diagramme de l'univers participatif, un grand U avec un œil à une extrémité, regardant vers l'autre extrémité. L'univers commence comme potentialité indéfinie, évolue jusqu'à produire des observateurs conscients, et ces observateurs regardent en arrière dans le temps, créant rétroactivement l'histoire définie qui a permis leur émergence. Ce n'est plus de la science-fiction. Ce n'est plus de la métaphysique spéculative. C'est ce que les expériences à choix retardés démontrent dans des laboratoires du monde entier. Le futur influence le passé. L'observation crée la réalité. Le temps n'est pas une ligne droite, mais une boucle étrange où les effets peuvent précéder leur cause. Maintenant, tu te demandes peut-être ce que tu devrais faire avec toute cette information. La réponse n'est pas simple parce que la question elle-même est mal posée. Le faire implique une séparation entre toi et l'action, entre le présent et le futur, qui n'existe pas vraiment au niveau fondamental. Ce que tu fais n'est pas séparé de ce que tu es, et ce que tu es n'est pas séparé de ce que tu observes. Mais si tu insistes pour une réponse pratique, la voici. Observe consciemment. Chaque moment d'attention est un acte créatif. Dirige ton attention vers ce que tu veux voir se manifester, pas par superstition magique, mais parce que l'attention participe réellement à la sélection des potentialités quantiques qui deviennent réelles. Réinterprète ton passé. Non pas pour mentir sur ce qui s'est passé, mais pour reconnaître que ce qui s'est passé n'est pas aussi fixé que tu le croyais. L'histoire que tu te racontes sur ta vie est un acte créatif autant qu'un acte de mémoire. Choisis des histoires qui te libèrent plutôt que des histoires qui t'emprisonnent. Accepte l'incertitude, pas comme une limitation regrettable, mais comme la nature même de la réalité. L'incertitude n'est pas le signe d'une connaissance incomplète. C'est la texture fondamentale de l'existence. Apprendre à danser avec l'incertitude plutôt qu'à la combattre est peut-être la sagesse la plus pratique que la mécanique quantique puisse offrir. Et finalement, contemple la mort différemment. Non pas comme une fin absolue,
mais comme une transformation de la relation entre la conscience et la fonction d'onde. Ce qui se passe après la mort reste un mystère, mais c'est un mystère différent de ce que le matérialisme suggère. Si la conscience est fondamentale plutôt que dérivée, alors la mort du corps n'est pas nécessairement la fin de la conscience. C'est peut-être simplement la fin d'une perspective particulière, d'un point de vue spécifique sur la totalité indivisible. Les physiciens qui ont découvert ces vérités n'étaient pas des mystiques cherchant à échapper à la rigueur scientifique. Ils étaient des scientifiques rigoureux qui ont été forcés par leurs propres découvertes vers des conclusions qui ressemblaient au mysticisme. La convergence entre la physique, quantique et les traditions spirituelles n'est pas un accident ou une mode New Age. C'est le résultat inévitable de l'exploration honnête de la nature de la réalité. Alors oui, il est possible de changer le passé, pas au sens naïf de remonter le temps et de modifier des événements, mais au sens profond, où le passé lui-même n'existe pas de manière définie, indépendamment des observations qui le cristallisent. Ton passé est en train d'être créé maintenant par les histoires que tu te racontes, par les souvenirs que tu actives, par les observations rétroactives que tu fais sur ta propre histoire. Cette révélation est le secret quantique que la physique a découvert, mais que presque personne n'ose vraiment intégrer. Le temps est malléable. La réalité est participative. Et toi, assis là, en train de lire ces mots, tu es un créateur, pas seulement une créature. Un observateur dont les observations créent autant qu'elles découvrent. Maintenant, la prochaine fois que tu regarderas le ciel nocturne et que tu verras la lumière d'étoiles distantes, souviens-toi de ceci. Ces photons ont voyagé pendant des années, parfois des milliers ou des millions d'années, pour atteindre tes yeux. Et selon la physique quantique, leur histoire n'était pas complètement définie jusqu'à ce moment où tu les observes. Ton regard maintenant participe à la création de ce que ces photons ont fait pendant tout leur voyage. Tu es en train de créer le passé cosmique en ce moment même. L'univers te regarde, te regarder le regarder. Et dans cette boucle étrange et belle, passé et futur se touchent, s'influencent mutuellement. Et la flèche du temps se révèle être non pas une ligne droite, mais une spirale infinie où chaque moment contient tous les autres. C'est le secret quantique du temps. C'est la révélation que les physiciens ont découverte et que presque personne ne veut affronter. Et maintenant, tu le sais aussi. Si tu veux explorer davantage comment l'enchevêtrement quantique démontre que l'espace lui-même est une illusion émergente, que la séparation entre les objets n'existe pas vraiment au niveau fondamental, alors reste attentif au prochain voyage. Ce que nous avons exploré sur le temps n'est que le début. L'espace cache des secrets encore plus profonds, encore plus déstabilisants, encore plus libérateurs.